Allô, vous écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités inspirantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre Anne Lemieux. On va parler de son vécu, on va parler de ses projets, ses engagements. Vous allez voir, super intéressant. Je vous laisse découvrir. Merci beaucoup Anne d'être venue partager avec moi aujourd'hui. Merci de l'invitation. Tu es la directrice de l'incubateur accélérateur nordique. C'est un projet que je trouve super intéressant. Un peu développer le Nord. Je pense que tu en parleras mieux que moi après. Tu es impliqué aussi dans différents projets, puis tu t'es impliqué dans ta vie dans différents projets. On en parlera un peu après, ça m'intéresse. Je trouve ça toujours intéressant de voir justement des personnes qui ont un parcours qui est assez... peut-être pas... éclectique. Et qui est super intéressant. Moi, j'aime vraiment, je pense que ça peut inspirer du monde. Fait que pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est l'accélérateur incubateur? Oui, avec plaisir. En fait, l'incubateur accélérateur nordique est né c'est un projet en fait sectoriel, de 3 associations touristiques sectorielles qui sont la Fédération des pourvoiries du Québec, Aventure Écotourisme Québec et Tourisme autochtone Québec, qui ont eu l'idée de rallier leurs forces pour faire vivre leurs secteurs respectifs au nord du 49e parallèle. Donc, il y a un projet qui a été déposé au ministère du Tourisme, qui a été approuvé en 2020. La Société du Plan Nord a également embarqué dans le projet. Donc, on a lancé le projet de l'incubateur accélérateur nordique en 2021. Donc, c'est un programme de soutien d'entreprises touristiques au nord du 49e parallèle dans ces 3 secteurs d'intervention. On accompagne donc des Autochtones, des Allochtones dans le développement de leurs projets d'affaires sous forme de cohortes avec des formations, des coachs, des experts également. Donc, en 2 ans d'opération, on a accompagné 36 entreprises et on termine en fait notre 3e année, puis on lance notre 4e cohorte en septembre. Super. C'est 36 en 2 ans, c'est énorme. Oui. En fait, on en visait 36 en 3. Finalement, ça a été un franc succès. On a atteint notre objectif en seulement 2 ans d'opération. Il faut rappeler qu'il y a eu un petit microbe mondial qui a fait en sorte qu'on a perdu 1 année d'opération. Donc, on a lancé la première cohorte en septembre 21, la 2e en janvier 22, la 3e en février 23. Puis là, on est en train de monter le programme pour lancer la 4e cohorte. Nice. Fait que ça veut dire qu'il y a quand même s'il y a autant de monde que ça veut dire qu'il y a un gros intérêt quand même aussi de la part des gens qui... Il y a un intérêt, il y a un engouement aussi. Là, évidemment, le tourisme, c'est le bonheur, hein, c'est l'industrie du bonheur. Donc, puis en plus, sur un territoire aussi grand, aussi méconnu, c'est vraiment, vraiment stimulant. Nous, on travaille avec 5 régions. On travaille avec la Côte-Nord, Baie-James et Ouichi, le Nunavik et une partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le territoire est vraiment immense. Les projets sont nombreux. Puis, c'est pas tous les personnes qui désirent se lancer en affaires, qui sont entrepreneurs. Il y a beaucoup de porteurs de culture aussi au travers. Donc, nous, on est vraiment là pour les soutenir avec des ressources professionnelles et sectorielles pour faire en sorte que leur projet soit un succès. Super. Je trouve ça super intéressant parce que c'est peut-être des places où il y a justement moins d'achalandage. Le monde, par défaut, vont moins dans ces coins-là. Fait que je trouve que ça permet non seulement de développer, en tout cas, j'ai l'impression, là, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais que ça permet de développer des régions économiquement, mais ça permet aussi au reste du Québec, puis des touristes internationaux de découvrir un peu plus de la culture du Québec, puis des environnements qui sont vraiment... Tu as très bien résumé. En fait, un des objectifs, c'est justement de faire croître l'achalandage touristique, d'exporter même la destination, d'avoir de plus en plus de touristes internationaux. Faut pas tomber non plus dans le tourisme de masse. Il reste quand même que le Nord a une capacité d'accueil qui est encore limitée. Quand on parle d'hébergement, notamment, l'enjeu du transport aérien, c'est encore très présent. Mais le projet comme tel est vraiment stimulant. Puis, j'ai beaucoup de plaisir à travailler au quotidien avec mes partenaires puis mes entreprises. Ah, ça m'étonne pas. En plus, ça doit être des projets, des projets super intéressants. Puis les lieux sont assez nouveaux. Je trouve ça marrant aussi ce que tu dis, intéressant plutôt ce que tu dis qu'il y a des limitations au niveau de l'accueil. Je pense qu'il y a aussi des limitations probablement au niveau des... transport, tu disais justement l'avion, puis infrastructure et tout, c'est probablement pas... nécessairement prêt, vu que c'est assez nouveau à ce genre de... C'est 2 enjeux, en fait, avec lesquels on vit là, au quotidien. Là, puis, c'est des enjeux qui sont quand même importants, qu'on ne peut pas nécessairement dénouer
facilement, mais l'incubateur est là justement pour essayer de trouver des façons d'accueillir les gens, que nos projets soient des fleurons dans les 5 régions nordiques, puis que les 3 secteurs d'intervention se fassent valoir également. Nice. Ouais, en tout cas, ça a l'air de bien aller parce que c'est déjà 36 entreprises en 2 ans, ça va bien. Moi, c'est ça, c'est encourageant. Je ne peux pas, par contre, parler de la 4e cohorte parce que les entreprises sont en cours de sélection. Mais vous saurez bien vite qui sera de la 4e cohorte. Oui. Puis c'est où, justement, qu'on peut, si on veut en savoir un peu plus là-dessus? C'est le temps que je fais ma promotion. Oui, vas-y. Site Internet, www.ianor.ca. On a aussi une page Facebook et une page Instagram. Du Québec. Ça donne des idées pour les vacances? Oui! Super. Puis, à côté de ça, tu es aussi impliqué, donc tu arrives à trouver le temps de faire tout ça. Oui, oui. Tu es impliqué dans un projet, c'est Maison du Cœur pour femmes. Oui. Puis je pense que tu as été aussi impliqué dans l'UNESCO pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, dans un premier temps, plus la Maison du Cœur pour femmes? Qu'est-ce que c'est, ce projet? La Maison du Cœur pour femmes est un organisme qui, en fait, une maison d'hébergement, et un organisme, une OBNL, qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Sous toutes ces formes, là, il y a 8 formes de violence au total. Je m'implique dans cet organisme-là depuis que moi-même j'ai été victime de violences. Donc, j'avais fait l'effet A à l'époque, qui est une sorte de parcours d'accompagnement pour femmes d'affaires, gestionnaires, directrices, c'est juste des femmes, donc directrices. Puis on avait un défi à réaliser dans l'espace de 100 jours. Et mon défi, c'était de trouver une organisation où je pourrais m'impliquer pour la violence faite aux femmes. Et on était jumelés avec d'autres femmes d'affaires. Puis une des femmes était avocate, puis elle m'avait dit « Ah, je connais telle organisation. » Donc j'ai appelé la DG à l'époque, puis je lui ai raconté mon histoire. Puis à partir de ce coup de téléphone-là, j'ai été impliquée auprès du conseil d'administration comme administratrice pour défendre la cause de la violence faite aux femmes. OK. Ouais, c'est bon. Puis je trouve ça... je vois souvent, il y a pas mal de monde qui vont aller s'impliquer dans une cause ou l'autre parce que justement, ils ont vécu des événements dans leur vie qui vont les amener à avoir envie de donner un peu aux autres puis essayer d'aider les autres qui ont vécu ce genre de choses-là. Comment tu penses que, si c'est pas trop personnel, comment tu penses que ces événements-là ont changé ta perception justement par rapport à l'implication? Est-ce qu'avant, c'était quelque chose auquel tu pensais ou est-ce que ça a été vraiment plus... Tu t'es dit justement, je veux pas que quelqu'un d'autre revive ce genre de choses-là, fait que je vais faire mon possible pour essayer d'aider. Bien, c'est sûr que donner au suivant, à la base, ça fait partie de mes valeurs, vraiment très, très profondes. Là. Donner au suivant, je le montre à mes enfants également. On est bénévole dans une organisation de notre petite communauté, donc j'implique beaucoup mes enfants dans le bénévolat aussi. Mais autrement, donner au suivant a toujours fait partie de ma vie. Pour cette cause-là en particulier, c'est depuis les événements que moi-même j'ai vécu. Puis, il n'y a rien de personnel ou d'intime. Là. Au contraire, plus j'en parle, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens autour de soi qui le vivent et qui n'en parlent pas. Et quand j'ai commencé à parler à haute voix de cet épisode-là de ma vie, j'ai eu beaucoup de confidences de gens qui m'entourent. Puis ça vient seulement démontrer, en fait, qu'en parler, ça peut diminuer et éventuellement peut-être atténuer cette cause-là, la violence faite aux femmes. Donc, il n'y a pas de problème à en discuter. Au contraire, plus on en parle, plus ça va aider les autres. Je pense définitivement que garder ces points-là comme tabou, ça fait justement, c'est comme, OK, c'est fait dans la maison, on n'en parle pas, puis il n'y a aucun problème, ça n'existe pas de toute façon, parce que personne n'en parle. Je pense que c'est vraiment une bonne chose justement d'un peu passer le mot. Puis aussi, voilà, je pense, comme tu disais, le fait qu'une personne n'est pas seule là-dedans permet aussi de voir, OK, est-ce que c'est vraiment normal ce qui m'arrive finalement par rapport à ça? Donc il faut en parler. Oui, vraiment. Je pense que... Puis justement, un peu par rapport à ça, qu'est-ce que tu recommanderais? Tu sais, comment toi, t'es passé au travers de tout ça? Puis c'est quoi que tu recommanderais à des personnes peut-être pour qui c'est plus difficile de gérer un peu, soit un poste suite à avoir subi ce genre de violence,
ou alors qui sont dedans puis qui ont du mal à gérer ça. Émotionnellement, c'est pas facile quand même. C'est très difficile, en fait. Puis d'abord, la personne doit s'en rendre compte qu'elle est dans un cercle vicieux. Là. Des fois, on le sait, mais on ne veut pas se l'admettre. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'en parler. Puis pour les gens qui écoutent, c'est d'écouter. Donc, la pire des choses, c'est de dire quoi faire à la personne qui subit de la violence, qu'elle soit psychologique, physique, verbale, sexuelle, économique, je l'ai dit, de religion. Tu sais, il y en a 8 là, au total, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment d'écouter, d'en parler, puis d'aller chercher des ressources. Là. Il y en a plusieurs. Là. Il y a Rebâtir, SOS Violence Conjugale, il y a la Maison du cœur pour femmes, notamment, il y a le YWCA. Il y en a vraiment, vraiment plein. Mais la première étape, c'est de se rendre compte qu'on est dans ce cercle vicieux-là, puis d'en parler maintenant ouvertement pour protéger peut-être d'autres personnes qui sont en train de le vivre ou qui le vivront peut-être jamais parce qu'ils vont avoir eu le réflexe de dire « Ah, finalement, j'en vis, puis j'en veux plus maintenant. » Ben c'est ça. Moi, je pense que c'est pas aussi facile que ça de réaliser parce que des fois, on est pris dans un quotidien, soit par le travail, il peut y avoir des enfants, la famille en règle générale. Fait que même les frères et sœurs, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que c'est pas si facile que ça de se poser puis de se regarder soi-même en se disant « OK, est-ce que c'est normal ce qui se passe? Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre? » Donc, je pense que oui, c'est... Des fois, ça prend juste justement une discussion comme ça pour certaines personnes pour avoir un peu cette... je dirais pas révélation, mais cette... c'est se poser cette question. Finalement, est-ce que je suis au bon endroit? Mais bon, c'est tant mieux. Écoute, je pense que justement, essayer d'en parler, ça va peut-être aider. Il faut. Puis, donc, tu as été aussi impliqué. Je ne sais pas si tu es encore impliqué, mais je pense que c'était plus ce que tu faisais. Tu as été impliqué avant auprès de l'UNESCO pendant plusieurs années. J'ai été impliquée auprès de la Commission canadienne pour l'UNESCO pendant 10 ans. Puis à un moment donné, j'ai eu des enfants. Fait que ça a fait en sorte que mon implication s'est arrêtée. Mais autrement, j'ai été nommée déléguée canadienne pour participer à différents événements à travers le monde. Donc, j'ai été au Brésil au nom de l'UNESCO, également à Paris. En Turquie, je suis allée faire une conférence en Corée du Sud également. Puis à Paris, c'était lors de la grande conférence de l'UNESCO. Donc, on était 127 délégués internationaux. Puis j'avais été nommée, là, on avait différents pitchs à faire. Puis j'avais été nommée. Le Canada avait été nommé sur le comité de rédaction officielle du document qu'on devait fournir à l'UNESCO, au siège social. Donc, pendant 10 ans, j'ai été impliquée là, vraiment de façon régulière. Ça m'a fait ouvrir mes horizons sur le monde, voyager, rencontrer des gens de partout avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Puis ça fait quand même plusieurs années que j'ai arrêté mon implication. Mais voilà, ça m'impliquer auprès de l'UNESCO a fait en sorte que ça a changé aussi mon portrait du monde, des gens, des cultures. Donc, c'est génial. C'est comme tu dis, le fait d'avoir rencontré différentes personnes, puis vraiment je pense que ça a dû être une implication qui a dû aussi prendre pas mal de temps, puis tu devais être pas mal concentré là-dessus, être impliqué pas mal de temps finalement. Oui. Puis à travers ça, mais j'avais moi-même mon entreprise. Là, j'étais chef d'entreprise, donc c'est ça. Quand on aime s'impliquer, on trouve le temps. Hein? Quand on aime qu'est-ce qu'on fait, on trouve toujours du temps. Mais c'est ça, avoir son entreprise, être impliqué dans l'UNESCO, voyager, travailler, veux pas travailler, puis finalement, accoucher. Fait que mais comment justement, moi, c'est toujours une question qui me... Parce que, tu sais, le temps, c'est quand même la ressource, on va dire, la plus importante. Donc, puis il y a beaucoup de monde, puis moi le premier aussi, parfois, on se dit qu'on n'a pas le temps pour telle ou telle affaire. Moi, je pense que c'est plus trouver le temps, en fait, qu'avoir le temps. Le temps, on ne l'a jamais vraiment, on le trouve. Et comment toi, tu as réussi à faire toutes ces choses-là, finalement? Quand tu cumulais, justement, tu cumulais le travail, ton entreprise, tu avais cette application qui te forçait à voyager, forcé, ou qui t'amenait. Oui, je pense que j'ai pas été forcée du tout. Tu prenais plaisir plus que tout. Donc, comment tu as trouvé le temps à faire tout ça? Bien, je pense que c'est de vivre, hein? La vie est courte. C'est pas un cliché, là. Je sais pour avoir vécu la perte de mon papa.
assez jeune. Donc, la vie est courte. Puis, comme tu dis, le temps, c'est une ressource très précieuse. Puis, je me plais bien à dire aux gens qui me disent « Ah, j'ai pas eu le temps de t'appeler. » T'as pas pris le temps de m'appeler. Parce que le temps, on en a toujours pour qu'est-ce qu'on veut faire. Dans mon cas bien précis, parce que je parle pour moi, là, c'est ma vie, mais la vie est tellement courte que c'est important de vivre pleinement. La Terre est grosse, hein? Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il faut foncer, si on ne fonce pas, on ne l'aura pas. Puis mon père disait beaucoup qui ne risque rien n'a rien. Donc c'est important de tu le laissais, ça fonctionne, tant mieux. Tu le laissais, ça fonctionne pas, tu aurais essayé. Puis à travers ça, puis un exemple, il y a eu des Jeux olympiques au Canada en 2010, à Vancouver, puis j'avais un emploi à l'époque, puis j'avais demandé à mon patron, j'ai dit, j'ai appliqué en fait pour être bénévole, puis j'ai été choisie. Fait que je partirais un mois, puis il dit, on se revoit dans un mois. Fait que, tu vois, j'ai osé demander, j'ai osé appliquer, j'ai été choisie. Puis j'ai vécu une expérience comme bénévole impliquée avec les médias, les journalistes aux Jeux olympiques de Vancouver. Fait que c'est oser qui est la clé. Puis pour revenir à ta perception de temps, on trouve toujours le temps pour qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est... Puis se poser la question aussi, qu'est-ce qui est prioritaire? Prioritaire, puis qu'est-ce que... En fait, prioritaire pour nous. Fait qu'est-ce que nous, on veut faire, puis sur quoi on veut mettre du temps. Parce que moi, j'ai remarqué aussi avec le temps qu'on... beaucoup de fois le mot temps, mais j'ai remarqué que parfois on perd du temps à faire des affaires qui, soit ça nous intéresse pas tant, ou alors que on sait pas trop quoi faire, fait que là ça niaise un peu, plutôt que justement autant prendre ce temps-là pour faire quelque chose qui nous passionne, puis quelque chose qu'on aime, puis qui nous apporte quelque chose, qui apporte quelque chose aux autres, je dirais tant mieux. Très d'accord. J'adhère. Puis justement, t'as dû rencontrer, tu l'as dit, en fait, t'as rencontré beaucoup de monde avec ton implication auprès de l'UNESCO. Mm-hmm. Comment tu penses que ces relations-là, puis ces contacts-là avec différentes... différentes cultures, différentes façons de penser, ça a changé, toi, ta perception de la société puis du monde dans lequel on vit, finalement? C'est sûr que les voyages, ça a toujours fait partie de ma vie. Là. Ma mère est enceinte de moi, puis elle étudie en Europe. Donc, j'avais le pied dans les voyages, j'étais même pas née. Mais autrement, je suis partie en Europe, moi, pour la première fois, toute seule, j'avais 15 ans. Fait que j'ai déjà... Mes parents ont eu cette audace-là de me laisser partir. Là. Est-ce que je le ferai avec mes enfants? Probablement pas, là, pas dans le monde actuel, mais en tout cas, à l'époque, je suis partie, j'avais 15 ans. Donc, découvrir le monde, les cultures, tisser des liens entre les gens, ça fait partie de moi. Donc, c'est certain que mon passage auprès de la Commission canadienne pour l'UNESCO, le fait d'avoir été chef d'entreprise puis présidente du réseau des femmes d'affaires a fait en sorte que j'ai agrandi mon réseau d'amis, de collaborateurs, de gens en général. Donc, ça a un impact nécessairement sur qui je suis parce que aujourd'hui, je connais plein de monde, puis j'aime les gens, là, je pense que ça paraît un peu. Là. Donc, c'est certain qu'il y a un impact qui est positif parce que moi, je veux que l'autre se sente toujours bien. Puis quand je rentre en contact avec quelqu'un, normalement, je garde contact quand même longtemps. Si cette personne-là, évidemment, m'amène du positif, si j'amène du positif à cette personne-là, ça va dans les deux sens. Donc, je sais pas si je réponds à ta question, mais voilà. Je pense que oui, comme tu dis, ça permet d'avoir une... je pense que ça a permis d'avoir, de ce que je comprends en tout cas, ça t'a permis d'avoir un réseau, puis justement de peut-être mieux comprendre les gens aussi. J'ai l'impression que quand on rencontre différentes personnes avec un vécu puis des cultures différentes, ça permet d'être plus ouvert, de mieux comprendre peut-être une personne qui est plus renfermée sur elle-même parce que justement, tu comprends un peu mieux ses raisons, pourquoi elle est comme ça ou choses comme ça. Donc, socialement, j'ai l'impression que ça donne un plus, quoi. Oui. En tout cas, c'est ma perception. Puis l'UNESCO aussi, c'est quand même quelque chose de gros. J'imagine, en tout cas, c'est peut-être plus difficile de voir l'impact direct. C'est comme, par exemple, le projet la Maison du Cœur pour femmes. Je pense que tu peux voir directement l'impact, tu parles directement avec les personnes, mais là, c'est plus large. Comment tu penses... En fait, avant la question, je vais juste développer un peu plus mon idée. C'est parce que je vois certaines personnes qui sont actuellement
un peu qui sont stressées ou anxieuses par rapport à ce qui se passe dans le monde ou des causes qui leur tiennent à cœur. Puis ils ont du mal à se dire je vais m'impliquer parce que j'ai l'impression de toute façon ça ne changera rien. Fait que comment passer au-dessus de cette vision-là puis se dire je vais m'impliquer puis même si j'ai fait un petit bout, ça va quand même changer quelque chose puis je vais quand même aider à la cause qui me tient à cœur. Mais je pense que peu importe l'implication, ça va faire un changement éventuel. Peut-être, comme tu dis, on le voit pas. L'UNESCO, c'est mondial. Puis c'est certain qu'à l'époque, pendant 10 ans, évidemment, moi, c'est surtout un impact social, d'après moi, que ça a créé, d'être encore en relation avec ces gens-là aujourd'hui. Est-ce que ma présence au sein de la Commission canadienne pour l'UNESCO a fait un changement? Peut-être pas. Mais au point de vue micro, puis au point de vue humain, je pense que oui. Mais j'invite vraiment tout un chacun de s'impliquer dans une cause qui leur tient à cœur. Ça fait du bien à son âme, ça fait du bien à soi-même. Puis ça a nécessairement des répercussions sur d'autres aussi, à plus petite échelle ou grande échelle. Mais qu'on le voit ou pas, je pense que c'est vraiment important de s'impliquer dans une cause qui nous tient à cœur. Puis c'est ça. Ouais. Ce que je trouve marrant de ce que tu dis, c'est marrant, intéressant plutôt, c'est le bon terme. C'est le fait que ça fait du bien à soi-même aussi. Moi, j'ai l'impression que parfois on le voit comme plus on va aider quelqu'un, mais indirectement, on reçoit aussi beaucoup c'est toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti justement, le fait d'avoir ce retour-là dans tes différentes implications? Ben, oui, en fait, je vais l'inventer. Je sais pas si je l'invente ou pas, mais je verrais ça comme un effet boomerang. Quand tu fais plaisir à l'autre est content. Donc, c'est donnant-donnant. Puis pour en revenir à l'organisation pour laquelle je suis bénévole dans ma communauté, avec mes enfants, c'est des 2 heures par-ci par-là. Mes enfants sont encore petites, puis des fois ils trouvent ça long, mais je dis non, ce qu'on fait, ça va avoir un impact sur les gens dans le besoin. C'est un organisme qui vient en aide aux gens démunis de ma communauté. Donc donner au suivant, c'est gratifiant pour nous, mais pour ceux qui sont en charge de cette organisation-là, sont tellement contents qu'on donne de notre temps. Fait que c'est donnant-donnant. Puis pour donner un exemple très concret, j'ai organisé le 1er juin dernier le grand marché des petits entrepreneurs de ma communauté. C'était la 11e édition. Ça se passe partout au Québec. Donc cette année, il y avait au-delà de 200 marchés de petits entrepreneurs de 5 à 17 ans. Et moi, j'ai pris le lead d'organiser de façon bénévole le Maman Fière et impliquer le premier marché là, officiel de ma communauté. Puis, on a dépassé notre objectif. Là, on visait 20 enfants, puis on a eu 37 finalement. Puis tout ça pour dire que l'organisation pour laquelle je suis bénévole avec mes enfants a levé la main pour dire je vais être ta partenaire. Donc, on a eu des hot dogs gratuits, on a eu des pop-corn, on a eu de la barbe à papa. Vraiment, là, on a eu un bel esprit de communauté. Mais ça vient du fait qu'à la base aussi, moi, je m'implique dans ma communauté, puis la communauté m'a remercié en s'impliquant dans l'événement. Donc, c'est un exemple très concret là, pour dire que quand on donne à l'autre, souvent, il y a un retour, il y a un effet boomerang là, de ce bonheur-là. Ouais. C'est super intéressant parce que justement, c'est ça, c'est peut-être pas directement, tu vas pas avoir le retour directement, mais ultimement, puis en plus, je pense que les gens sont toujours plus ouverts ou plus ouverts à venir aider une personne qui aide aussi les autres. Là, je trouve ça. C'est l'empathie. Moi, je trouve que l'empathie, c'est on devrait tous avoir un brin d'empathie. Qui se perd beaucoup dans la société aujourd'hui. Là. Il y a beaucoup de je mais moi, mais être empathique, c'est avoir un regard sur l'autre, avoir une écoute envers l'autre. Donc, tout le monde devrait avoir dans son sac à dos une petite empathie. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est important. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être certaines personnes qui mélangent un peu le fait de prendre soin de soi puis le fait d'être un peu trop centré sur soi-même. C'est très différent. Hein? C'est ça, c'est complètement différent. Là. La différence, c'est d'écouter ses limites. Tu m'invites pour aller marcher dans un parc, puis je suis très fatiguée, je vais te dire non, merci, c'est gentil. Je suis pas centrée sur moi, c'est que là, je m'écoute moi, j'écoute mes limites. Puis ça m'arrive souvent là, de vouloir être seule dans ma bulle, je décline des invitations d'amis, puis c'est bien correct, là, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent obligés de dire oui, puis ça revient au temps qu'on a mis tout à l'heure, le temps qui est une ressource. Moi, je veux passer ce temps-là toute seule, je veux le passer avec quelqu'un, un amoureux, une amie, peu importe.
c'est s'écouter puis écouter ses propres limites. Donc, il y a une différence à percevoir entre ça puis le fait d'être très centré sur soi. Oui, puis je pense que ça, c'est vraiment important parce que il y a beaucoup d'emphase qui est mis en ce moment, en règle générale, dans la société, à prendre soin de soi. Et je pense que justement, c'est important de bien séparer ces deux. Puis, tu mentionnais justement un peu les proches, l'entourage. Comment tu penses que toi, c'est les personnes autour de toi, que ce soit la famille ou des relations, ou même justement, on parlait quand tu étais impliqué à l'UNESCO, des gens que tu as rencontrés dans les différentes présentations que tu as pu faire, comment ces personnes-là ont affecté tes choix de vie finalement, puis comment tu penses qu'ils t'ont aidé psychologiquement et émotionnellement? Ça a un rôle très important. C'est une grosse question, ça. Bien, en fait, mais là, évidemment, je vais commencer par mes parents, là, comme je disais tout à l'heure, là, qui m'ont ouvert la porte sur le monde à un âge quand même assez jeune. La confiance que mes parents m'ont donnée, que j'essaie aujourd'hui de transmettre à mes enfants, rendre mes enfants autonomes. Donc ça, je l'ai eu de mes parents. Je suis quand même très proche aujourd'hui de ma mère. Mon père est une étoile aujourd'hui. Donc, j'ai un frère avec qui je m'entends très bien, ma belle-sœur, mes neveux, nièces. Je pense que l'impact familial a des répercussions nécessairement positives dans ma vie. J'ai des amis vraiment en or qui connaissent mon passé aussi, donc sachant mon passé, mais j'ai des gens qui veulent mon bonheur. Puis souvent, moi j'aime beaucoup rire, là, comme rire en travaillant, travailler en riant. Là, le bonheur, c'est d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis, je pense que c'est la marque que je donne aux gens qui m'entourent. Bien, la marque, c'est une façon de parler, là, mais les gens me perçoivent comme une personne passionnée, souriante, dynamique. Bien, si juste par ma personnalité, moi, je peux changer la vie de quelqu'un une minute dans la vie de quelqu'un, tant mieux. Mais c'est certain que mon entourage a un effet monstre là, sur qui je suis aujourd'hui. Pour X raisons, là, par mes expériences, puis le soutien que j'ai eu dans mes différentes expériences. Puis toi, si je reviens un petit peu à ta vie, puis comment t'en es arrivé là et tout, moi je trouve ça impressionnant de voir la détermination finalement, ou la passion à aller vraiment au bout de ses ambitions. Mm-hmm. Toi, tu as l'air d'être dans un environnement vraiment qui te passionne puis que t'aimes. C'est quoi, tu penses, les qualités qui t'ont aidé le plus, puis qu'est-ce que tu recommanderais comme aux gens qui écoutent pour aller jusqu'au bout de leurs ambitions finalement? Hey, c'est tellement une difficile question. Mais tu as raison, je suis déterminée, pas entêtée. Ouais. Il y a une nuance, une nuance très importante à faire. Donc oui, je suis déterminée. Je me voyais pas comme quelqu'un d'ambitieux, ni de carrière, puis... Finalement, j'ai discuté une fois avec ma mère, elle a dit « Voyons, Anne, toi, t'es très ambitieuse. » Je fais « Ah ouais, je suis ambitieuse. » Puis là, finalement, on fait le parcours de ma vie, tu sais. J'en ai fait des affaires, finalement. Ouais. Mais c'est d'aller au bout des choses, hein, quand t'entends quelque chose, comme on disait tout à l'heure, tu le laissais, ça fonctionne, tant mieux. Mais tu le laissais pas, ben tu le sauras pas. Puis t'es mieux de l'essayer puis que ça fonctionne pas que de vivre avec des regrets. Fait que si j'ai à faire des suggestions aux gens qui écoutent, à notre auditoire, c'est de l'essayer, d'oser. Je sais pas comment ça s'appelle, je veux dire, j'ai pour mon dire rêve, ose et entreprends. Donc, aie un rêve, aspire à quelque chose, ose le faire, puis maintenant, entreprends-le pour l'atteindre. Je sais pas comment ça s'appelle, un mantra, ou en tout cas ma philosophie de vie, là, je te dirais, c'est rêve, ose, entreprends. Ouais. Ah, c'est bon. Je l'avais jamais entendu comme ça, mais j'aime beaucoup parce que le fait de passer à l'action, justement, c'est ça. Parfois, quand tu as un des trois ou deux des trois, ben, ça se rendra pas jusqu'au bout. Là. Donc, Puis il peut y avoir plein de freins. Il peut y avoir les freins, la sécurité financière. Mettons, tu veux te séparer. Moi, je peux pas, j'ai des enfants. Oui, mais toi, es-tu heureux dans ta situation ou heureuse? Peu importe. Tu le fais pas pour toi si tu restes avec quelqu'un avec qui tu n'es plus bien. Même chose avec les amis. Même chose dans ton travail. Je peux pas laisser mon travail. J'aurai plus de salaire. Je comprends, mais peut-être de foncer pour oser trouver un autre emploi. Puis je dis ça, c'est super facile, mais évidemment... Je veux dire, moi, j'ai eu des embûches, là. Je veux dire, je suis pas arrivée à mes fins
en claquant des doigts. Là, il y a vraiment des embûches dans mon parcours, mais je pense que si on a cette détermination-là et qu'on a vraiment cette aspiration-là d'atteindre nos objectifs, bien, je pense que tout, entre guillemets, peut être possible. Oui, je pense aussi. Il faut vraiment se donner les moyens, finalement. C'est ce que je dis à mes enfants aussi. Ouais. Trouve les moyens de réussir. Maman, je suis pas capable de... Trouve les moyens de réussir. Ouais. C'est vraiment ce que je dis tout le temps à mes enfants. Puis c'est rendu que ma plus jeune fille me le dit, moi aussi. Ça, c'est bon, ça. Maman, trouve tes moyens pour réussir. Trouve ta solution. Donc, déjà là, elle a 9 ans. Déjà là, à 9 ans, si j'ai un petit impact positif sur mon enfant, bien, je vais avoir atteint ma mission. Ben oui, parce qu'en plus, c'est plus facile, je pense, à inculquer ces valeurs-là quand les enfants sont jeunes, plutôt qu'après, adultes, à essayer de changer sa perception un peu des choses. C'est beaucoup plus difficile. Et comment, toi, tu penses que t'es... Parce que tu disais que tu as eu plusieurs, quand même, moments difficiles dans ta vie. Comment tu penses que ça a impacté ta vie après, par la suite? C'est dur à dire. Je trouve que... si on se projette, mettons, on se dit, OK, mettons que ça ne serait jamais arrivé, c'est très difficile à se dire, qu'est-ce qui se serait passé, parce que on est dans l'hypothétique. C'est ça. Mais généralement, je vois, il y a beaucoup de personnes quand même qui ont eu des événements. En fait, j'ai remarqué je dirais pas un pattern, mais presque, que on dirait que les gens après sont plus résilients, fait qu'ils ont plus de facilité à pousser vraiment, puis s'il y a des barrières, c'est pas grave, je vais continuer, puis j'y arriverai. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a aidé justement à avoir cette résilience pour t'amener où t'en es maintenant? Probablement. Comme tu dis, on peut pas faire on peut pas refaire le passé, mais j'ai pour m'en dire que chaque chose qui arrive dans ta vie a un impact sur la suite. Qui je suis aujourd'hui, c'est certain que qui je suis aujourd'hui par ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mon père, j'avais 26 ans. J'ai été en affaires. En même temps, j'avais 2 enfants aux couches. Juste ça, c'est quelque chose qui est super difficile. Là. D'ailleurs, chapeau aux mamans entrepreneurs. Là, je suis passée par là. C'est pas quelque chose qui est simple. J'ai vécu de la violence. Je suis allée jusqu'au bout du processus là, pour aller jusqu'en cours, puis où j'ai gagné ma cause. Mais tu dis pas, ça a été un long processus d'1 an et demi. Là, je veux dire, c'est pas comment je dirais ça, c'est qui je suis aujourd'hui, c'est certain que mes expériences passées positives et moins positives ont un impact sur ma personnalité d'aujourd'hui. Quand on disait au tout début, la vie est courte, ben, tu sais, quand tu perds ton père à 26 ans, puis j'en connais qui ont perdu leurs parents encore plus jeunes, puis fait que c'est certain que ça a un impact sur qui on est puis comment on voit la vie. C'est certain que je ne sais pas si on change de personnalité avec le temps, mais je pense que cette fibre entrepreneuriale puis cette fibre de détermination, je l'ai toujours un peu eue. Tu sais, je veux dire, j'ai fait mon premier plan d'affaires à 8 ans. Là, moi, dans ma tête, je me lançais en affaires en ouvrant une garderie. Là, tu sais, j'avais mes menus, mon tarif demi-journée, mon tarif journée. Tu sais, j'avais déjà tout écrit là, pour me lancer en affaires à 8 ans. Fait que je pense que ça, je l'ai toujours eu. Mais mes expériences de vie ont simplement peut-être approfondi cet aspect-là de moi, puis qui font de moi qui je suis aujourd'hui. Ouais, c'est d'essayer de tirer le positif finalement d'un événement qui est plutôt négatif, là, mais essayer d'en sortir plus fort. Mais de voir le positif, en fait. Ouais. Puis je dis pas que ce qui m'est arrivé, c'est positif. Là. J'aimerais bien encore chatouiller mon père aujourd'hui. Là. Mais tu sais, c'est ça. Comment le tourner en positif et pas s'apitoyer sur son sort. On en connaît des gens, là, et un caillou leur tombe sur le pied, puis il faut qu'ils aillent se faire amputer, là, tu sais, un exemple, là, mais je veux dire, c'est comment tourner ça en positif ou comment le tourner pour voir la vie d'une autre façon. Ouais. Mais comme je dis, c'est pas parce que c'est difficile ou pas parce que je suis arrivée aujourd'hui à mes fins pour tel sujet que ça a été super facile. Évidemment, il y a des embûches partout. Puis dans toutes les rencontres que tu fais là, dans tes podcasts, tout le monde a nécessairement eu des embûches là, qui sont différentes, mais c'est à soi-même de voir comment on les prend, ces événements-là, puis les tourner en quelque chose de plus beau. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce que c'est ça, la majorité en fait, je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées ont vécu justement des moments difficiles, ou alors des moments difficiles. Puis souvent, c'est un peu ça qui revient, justement, d'avoir un peu cet esprit-là de, OK, ben,
je vais prendre ce que j'ai là, mais je vais le retourner, puis je vais l'utiliser pour continuer à aller de l'avant, puis c'est pas ça qui m'arrêtera. Donc je pense que oui, c'est difficile un peu à faire, mais de voir justement des gens qui sont passés par là, qui ont réussi à faire quelque chose avec, je pense que ça peut en tout cas mon objectif, c'est que ça puisse aider d'autres personnes à essayer de passer au travers, parce que par l'exemple, finalement, il y a des personnes qui ont réussi, fait que pourquoi pas moi. Exact. Puis pour finir, est-ce que tu aurais un conseil aux personnes qui écoutent à donner pour s'ils veulent s'impliquer, que ce soit dans une cause qui leur tient à cœur, ou alors aussi l'accélérateur, incubateur, s'ils veulent un peu aller essayer de développer le Nord aussi, ce serait quoi le conseil? En fait, un conseil, c'est de réfléchir à qui on veut être, puis d'agir en conséquence, de trouver les ressources, d'en parler, de s'outiller, puis de rêver, d'oser et d'entreprendre. Yes. J'aime beaucoup ça. Vole-moi-le pas, là, ça m'appartient. Non, moi j'aime bien aussi. Merci d'avoir écouté ma rencontre avec Anne Lemieux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, laisser un commentaire. Nous, on se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, lâchez rien, allez jusqu'au bout de vos ambitions, dans le respect des autres et de vous-même.